Vers 685, le moine Ivy, venu de Grande-Bretagne, s'installe sur le territoire et jette un pont pour relier les deux rives du Blavet et crée ainsi le village de Pont-Ivy. Un château féodal appartenant à la famille Porwet aurait existé dès le IXe siècle. Alain II de Rohan fait édifier au XIIe siècle un premier château. Jean II, alors âgé de 27 ans, décide de bâtir le château actuel entre 1479 et 1485. La ville médiévale se développe essentiellement rive gauche du Blavet, à l'intérieur des fortifications, autour du point central que constitue la place du Martret. Pont-Ivy s'est essentiellement développé à partir du XVIe siècle, par le tissage et le commerce des toiles de lin, servant à la confection des bonnets et des cols, et ainsi enrichissant des familles de négociants. En 1789, grâce aux toiles de Bretagne, Pont-Ivy est une ville bourgeoise acquise à la Révolution et rejoint le mouvement national. Mais découvrons la ville. Notre parcours démarre sur les rives du Blavet. Le Blavet était autrefois un axe économique essentiel à Pont-Ivy. Source d'eau indispensable aux habitants, il permit l'installation d'activités sur ses berges, telles les pêcheries, tanneries et moulins. Les bâtiments actuels de l'hôpital de Pont-Ivy sont une juxtaposition de constructions d'époques diverses. Les murs extérieurs de la chapelle sont antérieurs au XIXe siècle. La porte de carré avec quelques tronçons de fortification épars est le seul vestige des anciens remparts datant probablement du XIIe siècle. Datée de 1577, la maison du sénéchal du vicomte de Rohan présente un décor caractéristique de la Renaissance qui, comme sur la majorité des habitations pontiviennes en pierre de taille, se concentre essentiellement autour des portes et des fenêtres. À la fin du XVIIIe siècle, la congrégation des artisans de Pont-Ivy décide de reconstruire la chapelle dédiée à Saint-Ivy qu'elle utilisait jusqu'alors. Notre-Dame de Joie a été fortement transformée à la fin du XVIIIe siècle, notamment grâce au duc de Rohan, ainsi qu'à la fin du XIXe siècle, afin de répondre à l'accroissement de la population des fidèles. À Pont-Ivy, la place du Martret fut longtemps le point central de la cité. Comme la plupart des places bretonnes portant ce nom, elle se trouvait à proximité des halles et des maisons à porche et accueillait une partie des commerçants les jours de foire ou de marché. La maison dite des Trois Piliers est l'unique exemple des maisons bretonnes à porche préservées dans le Morbihan. Son décor Renaissance permet de la dater de la deuxième moitié du XVIe siècle. Construit en 1578 par Jean de Rostouet et son épouse, l'hôtel de Rostouet présente un riche décor sculpté typique de la Renaissance française au XVIe siècle. La rue du Fil évoque l'industrie et le commerce de la toile qui marquèrent l'économie pontivienne à l'époque des Rohan. Jean Talmont, l'une des fortunes les plus importantes de la ville au XVIIIe siècle, fit édifier vers 1760 les bâtiments qui vinrent s'ajouter à la construction du XVIIe siècle qu'il venait d'acheter. Ils sont typiques de l'architecture urbaine privée du XVIIIe siècle qu'on pouvait la trouver à Rennes ou à Saint-Malo à la même époque. Reconstruite ou fortement restaurée en 1725, la maison de la Malpauderie était à l'origine une léproserie. Construit pour l'essentiel entre 1479 et 1485 pour les vicomtes de Rohan,
Le château de Pontivy fait partie des derniers châteaux forts construits en Bretagne. Il est caractéristique de l'architecture militaire bretonne à la fin du XVe siècle. En septembre 1802, ce sont des raisons précises qui incitèrent Napoléon Bonaparte, premier consul, à transformer la petite cité en une ville moderne qui portera son nom. L'ensemble devait constituer une ville nouvelle, greffée au sud sur la cité d'origine. Face au risque de blocus maritime des Anglais, l'objectif premier, stratégique, est de relier la ville de garnison de Pontivy aux trois principaux ports militaires bretons, Brest, Lorient et Nantes. La position centrale de Pontivy en Bretagne inspire à Napoléon l'idée de canaliser le Blavet vers l'Orient et de le raccorder à un canal que l'on creuserait de Nantes à Brest. De grands chantiers furent lancés et la réalisation des projets de l'empereur Napoléon Ier, inachevé en 1815 à la chute de l'Empire, fut poursuivie très lentement pendant la Restauration. Ils furent ensuite complétés jusqu'en 1870 par son neveu, l'empereur Napoléon III. La rue nationale, anciennement rue impériale, rectiligne de 1000 mètres de long, ouverte à partir de 1807, relie la vieille ville et son château du XVe siècle au quartier napoléonien. La place Napoléon le Grand, actuellement place Aristide Briand, d'environ 15 000 m², a été prévue pour accueillir 10 000 soldats et servit de lieu de revue pour les garnisons de la caserne proche jusqu'en 1927. La réalisation du palais de justice a débuté en 1805 pour ne s'achever qu'en 1846. Son style néoclassique reprend les codes d'une architecture antique épurée et idéalisée. Les colonnes à chapiteaux ioniques et le fronton simplement mouluré rythment la façade mais sans décor superflu. Au numéro 18 de la rue Carnot, ce petit immeuble édifié sous le Second Empire a abrité la caisse d'épargne de Pontivy de 1869 à 1899. Le quartier Clisson reçut sa première garnison en 1811. Le gigantisme et la sévérité architecturale de l'ensemble en font le bâtiment le plus austère de la ville nouvelle. L'hôtel de ville, sous-préfecture, a été construit à partir de 1807. Il abrite l'hôtel de ville depuis 1834 et la sous-préfecture depuis 1839. Financé sur les deniers privés de l'empereur Napoléon III lors de sa visite en 1858, l'église impériale Saint-Joseph a été édifiée entre 1860 et 1869. De style néo-gothique, l'église est demeurée extérieurement inachevée, notamment l'absence de flèche du clocher. On remarque la gargouille surmontant le porche côté gauche qui représente l'impératrice Eugénie. Prévu dès le Premier Empire, le magasin de stockage des fourrages nécessaires aux chevaux de la garnison a été bâti loin des habitations afin de limiter les risques d'incendie entre 1842 et 1844. Inaugurée en 1864, la gare de chemin de fer était alors le terminus de la ligne de chemin de fer Auray-Napoléonville. Le bâtiment conserve sur un de ses pignons, maintenant caché, la mention Napoléonville. Au 83 rue Nationale, cette belle maison particulière est l'une des toutes premières à être bâtie dans le nouveau quartier napoléonien de la rue Impériale en 1822. L'immeuble abritera ensuite une succursale de la Banque de France de 1911 à 2004. En haut de l'avenue Napoléon Ier, surplombant le monument aux morts, se trouve face à la caserne le pavillon du commandant de la place, édifié en 1869. Le lycée impérial, aujourd'hui lycée Joseph-Lotte, fut le premier ouvert en Bretagne centrale en 1806. Restauré en 1889, l'établissement a été modernisé à partir de 1986, tout en conservant des éléments de bâtiment d'origine. Prévu dès le Premier Empire,
Les halles théâtres furent achevées en 1848 sur un terrain joustant les anciennes halles seigneuriales détruites en 1842. Le théâtre situé à l'étage fut inauguré en 1849. Le bassin de jonction des canaux, avec aménagement d'un port et d'une cale sèche, a été achevé en 1838 avec l'aide manuelle de Bagnard pour permettre la jonction du canal du Blavet avec le canal de Nantes à Brest.